Bonjour à tous. Bonjour. Ah, merci. Je m'appelle Alain Elagdi, je bosse pour GitHub. Alors, pour ceux qui connaissent pas, qui connaît pas, levez la main, levez-vous. Lui. Donc, je vais pas vous parler de GitHub aujourd'hui. Je vais pas vous apprendre comment utiliser GitHub, puisqu'a priori beaucoup de gens connaissent. Ceux qui connaissent pas n'oseront pas le dire. Mais vous pouvez venir me voir après, peut-être je ferai un petit cours rapide. Je vais plutôt vous parler de comment est-ce que nous, côté GitHub, comment on travaille. Comment est-ce que on arrive à produire des features sur ce site qui est maintenant, alors au dernier ranking, je crois qu'on était le 70e site au monde, ce qui est pas mal. C'est un site de développeurs, mais c'est le 70e site au monde. Donc si vous regardez le classement, il y a 32 sites de Google, 25 de Facebook, quelques sites porno, parce qu'il paraît qu'il y en a quelques-uns sur Internet. Et puis il y a nous pas loin après. Et donc on est très fiers de ça. Donc je vais vous parler un petit peu de comment nous on travaille en termes techniques, mais aussi en termes organisationnels, parce on est une société un petit peu différente de ce que vous pouvez voir. Et puis je vais vous présenter l'employé qui travaille le plus à GitHub. Teaser. Juste petite histoire, donc GitHub ça a été créé il y a 8 ans maintenant. On vient de fêter notre 8e anniversaire par ces gars-là. Et en fait, ils n'avaient jamais eu l'intention de créer GitHub. C'était pas l'objectif. Ils avaient l'intention de faire une startup. Ça s'appelait Logical Awesome. Et on est modeste. Hein, modeste. Et pour créer leur startup, ils se sont dit, on va coder, évidemment, on va coder et on va utiliser du Git. Et puis ils se sont aperçus que Git c'est génial, mais c'est pas la meilleure plateforme de collaboration de la planète. Donc on s'envoie toujours des emails, on échange toujours par différents mécanismes. Et ils se sont dit on va faire un truc qui soit un peu plus sympa au-dessus de Git pour nous aider à créer notre produit. Et puis donc ils ont fait ça, et puis dans la Silicon Valley tout le monde se connaît, donc ils ont fait cette interface graphique au-dessus, et d'autres ont dit tiens moi j'aimerais bien l'utiliser ton machin également. Et donc pas de problème, à partir du moment où tu es open source, tu peux aller mettre ton code dessus, etc. Et c'est devenu quelque chose de plus en plus gros, jusqu'au jour où il y a des boîtes qui sont venues pour dire nous on aimerait bien utiliser votre truc mais en privé. Et donc ils se sont dit tiens, ce truc il a l'air d'être plus intéressant que ce sur quoi on passe notre temps majoritairement. Et donc ils se sont mis à créer GitHub et à travailler sur GitHub de manière principale en fait. Et c'est de là où c'est venu. Et pour aller jusqu'au bout du business model, hein, notre prix pour les repos privés, c'était 7 dollars dès le début. Et la raison pour laquelle c'était 7 dollars, c'est parce que Stripe, le système de paiement qu'on utilisait, n'acceptait pas les transactions en dessous de 7 dollars. Et donc, ça a été notre business plan, ça a été juste combien on peut charger au minimum, c'était ça, donc c'est parti comme ça. Donc, ça c'était pour la petite histoire. Euh, donc c'est parti de Git évidemment, on a toujours utilisé ça. Et puis au fil du temps, c'est devenu le site, enfin c'est devenu le GitHub Social Coding, donc la possibilité à des gens de collaborer sur du code sans se connaître, se rencontrer, et puis découvrir des gens, découvrir des projets et pouvoir travailler ensemble. Et donc évidemment, ça vous permet à vous de travailler ensemble, mais c'est aussi ce qui nous permet à nous de créer notre site et notre produit. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un slide qui est absolument pas à jour, parce qu'il a 3 mois. Donc on était 486 il y a 3 mois, on est 581 maintenant. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que euh, des repos, il y en a partout maintenant. Il y en a plus de 36 millions de repositories. Et c'est vraiment dans notre objectif, c'est de vous permettre de collaborer sur des projets que vous soyez dans la même pièce, mais aussi de manière complètement distribuée à travers la planète. Et ça pour nous c'est super important parce que là c'est un slide qui est encore un peu plus vieux. Donc, son précédent était 482, celui-là il a 3 mois de plus, on était 382. Et je rigole pas, hein, c'était il y a 6 mois on était 382, on est 581 maintenant. Mais à l'époque, on était déjà, enfin, depuis le début, en fait, depuis le début chez GitHub, il y a toujours eu cette notion de communication asynchrone. Pour nous, c'est super important. La manière de communiquer entre les gens d'une même équipe, ça a été super important pour nous dès le début, parce que très tôt, on avait des gens un peu partout sur la planète. On a toujours eu la politique de prendre les développeurs là où ils sont. On cherchait les meilleurs développeurs, on ne cherchait pas ceux qui étaient le plus près de chez nous. Donc depuis le début, on en a eu un peu partout. Et même quand les équipes étaient dans la même pièce, ils communiquaient déjà par Skype, par des issues, par du Slack maintenant, mais de manière asynchrone et tracée,
parce qu'on s'est toujours dit que les conversations qu'on a autour du code sont super importantes et sont aussi importantes que le code lui-même, en fait. L'idée, c'est d'avoir au même endroit que le produit fini, donc le code, d'avoir également la recette qui nous a permis d'arriver à ce code-là. Et ça, c'est super important. Je pense que c'est très souvent négligé. Et on oublie très souvent qu'il y a des gens qui sont en vacances et quand on a une conversation, bah, ils ne sont pas dans la conversation, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Quand on s'envoie des emails, bah, on envoie des emails en one-to-one et le mec qui était pas là dans l'équipe à ce moment-là, qui est arrivé 3 semaines après, bah, l'email thread, il l'a pas vu. Donc il ne sait pas pourquoi on a pris cette décision-là, donc il va peut-être la remettre en cause, il va peut-être partir sur une direction différente. Et que tout ça, c'est super important en fait. Et que vous allez disparaître à un moment, vous allez changer d'équipe, vous allez changer de boîte, etc. Et d'avoir conservé au sein des repos, au sein au plus près du code, d'avoir capturé le cheminement de pensée que vous avez pu avoir pour créer du code, c'était super important et ça avait énormément de valeur. Donc pour nous, la communication asynchrone, c'est super important et je vais vous montrer un peu après comment ça fonctionne chez nous et comment on l'utilise. Donc, on est distribué à travers la planète et ces gens-là, en plus, ils doivent travailler ensemble sur les mêmes projets. Donc, on a des équipes où vous avez un mec à Sydney, un mec en Angleterre et puis quelqu'un d'autre, je vais dire une fille, à Hawaï par exemple, et donc des fuseaux horaires complètement différents. Mais par contre, ils travaillent sur la même feature. Donc, il faut qu'ils puissent travailler ensemble. Ils ne peuvent pas faire de call, ils ne peuvent pas se voir, évidemment. Et il faut avoir un mode de fonctionnement qui nous permette de travailler ensemble sur ce genre de projet-là. En plus, ce qu'on fait chez GitHub, c'est qu'on veut pousser des features au maximum. On est un site web, on a aussi une version Enterprise que vous pouvez installer chez vous, mais toutes les features passent par le site web d'abord. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir les pousser au plus rapide. Donc, dès qu'on a une nouvelle feature, on ne va pas attendre qu'il y en ait 32 autres qui soient prêtes et puis on ne va pas vous annoncer une version 3.5. Il n'y a pas de numéro de version sur GitHub. Et donc, on veut pousser les features au fil de l'eau et au plus rapide. Donc, pour ça, on a besoin de continuous delivery, on a besoin de pouvoir pousser des choses très rapidement. Et pour vous montrer un peu la vitesse de déploiement sur GitHub, là aussi, c'est un graphe qui est un peu vieux parce que maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, c'est au moins 10, 20, voire 20% plus que ça. Ça vous montre le nombre de déploiements en production sur github.com. Donc, ça, c'est sur une semaine. Donc, sur une semaine, on arrive à 200. Donc, 5 jours travaillés, 200 divisé par 5, ça fait 40. Ça veut dire qu'il y a 40 mises en production de code sur github.com par jour. D'accord ? Et donc, pour faire ce genre de choses-là, il faut évidemment avoir un système qui nous permette de ne pas nous louper. Parce que forcément, on fait des bêtises, sans aller jusqu'au RM-RF qui peut arriver. Mais, on va évidemment faire un système qui permette aux gens de pouvoir déployer très facilement et très rapidement sans tout casser et pouvoir évidemment faire des rollbacks, etc. Et donc c'est toute cette chaîne d'outillage qui est intéressante et qui doit être super solide et super simple pour qu'un maximum de gens puissent le faire. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? C'est assez... je vais vous dévoiler nos secrets, donc vous ne sortez pas de la salle, hein, vous le gardez pour vous. On a plein de secrets différents. Donc déjà, on a une philosophie. Donc ça, c'est super important pour une équipe de dev d'avoir une philosophie commune et de travailler dans la même direction, que tout le monde adopte le même mécanisme de pensée, etc. Donc notre philosophie, elle est listée là. Et si vous voulez la récupérer, il y a une API, il y a une URL et vous pouvez récupérer notre philosophie via une URL. Donc c'est api.github.com/octocat. Donc vous pouvez taper ça. Et à chaque fois que vous allez l'appeler, vous allez avoir une de ces phrases différentes qui va s'appeler. En fait, si vous voulez découvrir comment manipuler les API GitHub, c'est le premier exemple que vous avez et vous pouvez récupérer ça. Et en fait, notre philosophie, elle est accessible via une URL, mais globalement, tout chez GitHub est accessible via une URL. Et ça, c'est un truc qui est super important aussi. Donc, quand vous utilisez GitHub, l'intégralité des pages que vous voyez est accessible et bookmarkable et récupérable via une URL. Chaque contenu est récupérable via une URL. Un commentaire est récupérable via une URL. Tout vraiment est récupérable comme ça. Mais chez nous aussi en interne, tout doit être récupérable via une URL. Et c'est encore ce principe de communication asynchrone et que tout doit être tracé et historisé pour que quelqu'un qui n'était pas là à ce moment-là puisse récupérer l'information en fait, et qu'il n'y ait pas de trou dans la communication. Donc chez nous, si une conversation n'a pas d'URL, pour nous, on va considérer que la conversation n'a jamais eu lieu. Et on ne peut pas se baser là-dessus pour prendre quelle décision que ce soit en fait.
Donc tout est tracé, et évidemment il faut les moyens de communication derrière pour qu'on puisse tracer ça en fait. Donc nos philosophies sont récupérées via des URL et on partage ces philosophies ensemble. Mais après, on a un certain nombre d'outils et de pratiques qui sont un peu plus communes, que vous connaissez sans doute tous. Donc j'ai parlé de la communication asynchrone, mais on a aussi ce qu'on appelle le continuous delivery. Et pour ça, on s'appuie sur du DevOps et aussi sur ce qu'on appelle le ChatOps. Alors avant d'aller là-dedans, il y a un truc qui est important aussi dans notre manière de travailler, c'est le flow. C'est la manière dont nos équipes travaillent ensemble pour livrer des features vers l'environnement de production et comment on a en fait collaboré en amont de l'écriture de code. Donc la première étape, hein, chez GitHub, le mot-clé déjà c'est la simplicité des choses. Dans l'ensemble des phrases de philosophie qu'on a, il y en a une qui parle de la simplicité. Donc on aime bien que les choses soient le plus simples possible et donc d'éviter de sur-ingénierer à la fois notre manière de travailler, mais aussi ce qu'on crée. Donc notre manière de travailler est la plus simple possible. Donc si vous utilisez Git au quotidien, vous avez sans doute un workflow, vous avez sans doute décidé d'avoir une politique de branching, etc. J'en ai vu des très compliqués. Nous, je pense qu'on utilise la plus simple possible. Alors, elle s'adapte bien à nous, parce qu'on est un site web, parce qu'on n'a pas besoin de gérer 32 versions d'un client lourd qui est déployé chez des clients, etc. Donc je peux comprendre que des fois ce soit un peu plus compliqué. Après, j'ai vu souvent des versions un peu compliquées pour pas grand-chose en fait. Donc moi, je vous encourage à simplifier au maximum les choses. Et puis je vais vous décrire un peu notre mécanisme à nous qui est le plus simple possible. Donc l'idée, c'est que déjà, on travaille par petites équipes. On a divisé évidemment notre équipe d'engineering en plateforme, en back-end, etc. Mais au sein d'une entité, on va dire, sur une feature, on a des équipes qui sont assez resserrées, donc des équipes de 3, 4, 5 personnes. Et chaque développeur va essayer de prendre en charge une feature de bout en bout. Généralement, une feature, c'est développé par une personne au sein d'une équipe, mais on a assez rarement besoin d'avoir plusieurs personnes qui codent en même temps sur le même truc. On arrive à découper les choses de manière assez fine, en fait. Donc, il va créer une feature branch, donc il va créer une branche depuis master, sur laquelle il va faire un premier commit, généralement pas grand-chose, parce que très rapidement, on va ouvrir une pull request. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le mécanisme de pull request. L'idée d'une pull request, c'est de traquer tous les changements qu'on a eus sur une branche et d'avoir des conversations autour de ça. Des conversations sur l'architecture, sur les frameworks qu'on va utiliser, etc. C'est aussi des conversations sur le code lui-même et sur le code review. Très souvent, ce que je vois, c'est que les gens utilisent la pull request à la fin du développement pour utiliser ça comme une sorte de validation de ce qui a été fait. Donc, j'ai fait tout mon code, j'ouvre une pull request et je demande aux autres qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je dois modifier des choses. Et on espère que les autres vont pas dire non, c'est complètement nul, il faut tout refaire, quoi. C'est un peu dommage si ça arrive. Et donc nous, l'idée, c'est que on ouvre la pull request dès le début pour dire voilà ce que je vais faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça évite de dire j'ai bossé pour rien pendant 3 semaines et je dois tout refaire. Donc on ouvre la pull request très tôt et l'intégralité de l'équipe, même s'il n'y a qu'une personne qui va coder derrière, l'intégralité de l'équipe va partager ses visions de comment on va faire la feature, qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir à la fin et comment on va le faire en fait. Et ensuite, une fois que l'équipe entière a décidé de ce qu'ils allaient faire, le développeur va commencer à coder et va commencer à faire des commits, à pousser du code, etc. Et la conversation va continuer tout le long en fait. L'idée, c'est qu'il n'y a peut-être qu'un seul qui crée du code, mais que le processus de création, il est commun à l'ensemble de l'équipe en fait. Et à la fin, presque à la fin, il va y avoir le principe de code review. Donc les développeurs vont commencer à regarder ensemble ce qui a été fait et à vraiment analyser le code qui a été créé. Et l'idée, c'est que c'est l'ensemble de l'équipe qui doit faire la code review. Parce que le code de cette équipe, il appartient à l'équipe entière. L'idée, c'est pas de dire c'est un tel qui l'a codé, si jamais il y a un problème, c'est à lui de le voir. L'ensemble de l'équipe doit connaître l'intégralité du code et pouvoir intervenir dessus s'il y a un problème. Et tout le monde doit avoir l'ownership du code. Il n'y a pas de précaré, il n'y a pas de sous-ensemble qui appartient à une personne ou à une autre. Il faut que n'importe qui puisse pouvoir intervenir dessus. Ça, c'est super important. Je ne sais pas comment vous faites. Des fois, il y a certaines équipes où il y a juste le lead développeur qui va approuver le truc, ou un développeur parmi N dans l'équipe qui va regarder, qui va approuver. Mais il y a une vraie plus-value à ce que l'intégralité de l'équipe soit en possession du code et connaisse la code base complète en fait. Sur un sous-ensemble sans doute. Mais c'est important que
tout le monde sache ce qu'ont fait les autres et que ça permet de diffuser déjà les best practices, ça permet de diffuser la connaissance complète du code et que tout le monde se mette à un niveau supérieur en termes de qualité parce qu'on va pouvoir échanger, parce qu'on va pouvoir se donner des idées, parce que une personne pourrait faire une code review un peu plus rapide que les autres parce qu'il est sous l'eau à ce moment-là, mais que si l'intégralité de l'équipe le fait, on va avoir une vraie dynamique qui va se créer et qui va permettre d'augmenter la qualité du code. Donc, ils vont faire la review, et puis quand on arrive à un résultat qui est presque fini, donc qui est intéressant à tester, eh ben on va le pousser en prod. D'accord ? Et je dis bien, quand on a un résultat intéressant à tester, on va le pousser en prod. L'idée de GitHub, hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était le 70e site sur la planète, on est à peu près à 40 millions de visiteurs par mois. On s'est dit qu'il n'y avait aucun moyen pour nous de tester correctement ce code-là dans un lab. On n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à reproduire la diversité de navigateurs, de clients, de devices, de pays, de cache, de CDN, de tout ce que vous pouvez imaginer comme contrainte qu'on puisse avoir. On n'arrivera pas à le tester dans un lab, ou alors ça nous coûtera une somme astronomique. C'est pas ça sert à rien en final. Donc on s'est dit que le seul moyen de valider une fonctionnalité avant de la mettre en prod, c'est de la mettre en prod. Donc on la pousse en prod, et après on regarde ce qui se passe. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'on pousse 40 fois en prod en fait. C'est pas parce qu'on a 40 nouvelles features par jour, c'est parce qu'on veut vérifier des trucs. Alors ça peut être des trucs techniques, ça peut être des fonctionnalités, ça peut être des choses que vous voyez que d'autres ne voient pas, ça peut être des choses qui sont activées, le code s'exécute mais vous ne le voyez pas. Hein, on a pas mal de choses qui sont développées comme ça, où ça génère une action utilisateur sans que vous le sachiez en fait. Donc on pousse en prod et puis on regarde comment ça marche. Donc pour le pousser en prod et que tout le monde puisse le pousser en prod, parce qu'il ne s'agit pas de demander à quelqu'un de le faire pour nous, il s'agit que chacun des développeurs qui a besoin de valider sa fonctionnalité en prod puisse la pousser en prod. Il faut que ce soit le plus rapide possible. Donc encore une fois, 40 fois par jour, 50 fois par jour, par une diversité d'utilisateurs, il faut que ce soit rock solide, quoi. Et donc on a outillé tout ça. Et pour outiller tout ça, je vous présente notre employé numéro 1, celui qui fait le plus de travail chez nous, il s'appelle Ubot. Donc Ubot, c'est notre robot. C'est notre robot qui fait à peu près tout chez nous. Donc c'est un projet open source, hein, vous pouvez aller sur github.com/ubot, vous pouvez l'installer chez vous. Et l'idée du bot, c'est qu'on communique avec lui via notre client de Slack. Il faut bien trouver un moyen notre client de chat, qui est Slack. Donc il fallait bien trouver un moyen de communiquer avec lui. Et en plus, la valeur de ça, c'est que nos communications avec Ubot sont dans une chatroom normale, donc la chatroom de l'engineering, la chatroom de n'importe quoi. Même la chatroom des commerciaux et des avocats, puisque eux aussi utilisent Ubot pour faire plein de trucs, parce qu'on a systématisé l'usage de Ubot pour faire des trucs très sérieux et des trucs moins sérieux. Et donc au moins, avec ça, non seulement j'ai un moyen d'accès facile à ma prod, parce que je n'ai pas besoin de connaître les logins, etc. de mes serveurs, parce que je demande à Ubot de le faire. Et en plus, la sécurisation maximale, c'est que je fais ça devant tout le monde. D'accord ? J'ai pas un mec qui prend une console SSH dans un coin et qui tape des commandes vers la prod. Il le fait via le Slack. Et donc, tout le reste de l'équipe sait ce qu'il est en train de faire, en fait. Et quand il est en train de débugger un truc, et quand il est en train de demander à Ubot des graphes ou des choses comme ça, ça se fait devant tout le monde. Et les gens peuvent dire, tiens, tu es en train de regarder ce truc-là. C'est moi qui ai peut-être fait un truc qui a un impact sur toi. Et donc, on peut commencer à échanger là-dessus. Et donc, ça crée une vraie dynamique et ça partage l'information, en fait. Donc, je vais vous montrer quelques trucs sur comment on l'utilise. Donc, des trucs, tiens, il y a Fabien quelque part qui est en train d'uploader des trucs. Donc, on peut faire des choses un peu rigolotes. Donc, on a fait un truc, donc les scripts, vous pouvez les écrire. Hein. Donc, nous, on a créé plein de scripts qui viennent directement. Il y a la communauté qui a écrit pas mal de scripts. Et après, vous pouvez les tendre pour faire vos propres scripts. Vous pouvez travailler en Node.js ou en CoffeeScript. Et puis, faire des trucs super inutiles comme ça. Des trucs un peu plus sympas. Donc, je peux faire, par exemple, je peux lui demander de me trouver la carte de Paris, par exemple. Et il va aller trouver les liens qui vont bien sur Google, Google Maps ou autre. Je vais pouvoir lui demander de me dire, par exemple, quels sont les food trucks à côté de notre bureau à San Francisco. C'est super utile. Ensuite,
qu'est-ce que je peux lui demander? Je peux lui demander de me dire où sont mes collègues dans dans nos bureaux. Donc c'est à San Francisco, donc ils sont peut-être pas tous réveillés encore. Parce qu'on est tous traqués comme ça avec les bornes Wi-Fi et nos téléphones ou nos laptops. Donc on peut trouver quelqu'un, on peut savoir à quel endroit il est, etc. C'est assez sympa. Mais après, on va pouvoir faire des trucs un peu plus sérieux. Donc par exemple, je vais pouvoir, quand je vais vouloir déployer quelque chose en prod, je vais demander à Ubot de le faire pour moi. En fait, c'est pas moi qui vais aller me connecter concrètement aux machines et puis lancer des scripts, etc. L'idée, c'est de dire à Ubot de faire un déploiement, pardon, un point deploy, et puis je vais lui donner, je vais lui dire à quel endroit je veux le déployer, etc. Donc, je peux faire pas mal de choses. Mais d'abord, avant de déployer, en fait, l'idée, pour que ça marche correctement, c'est qu'on fasse qu'un seul déploiement à la fois. Évidemment, si on est 32 à déployer une feature en même temps sur la prod, ça va exploser. Donc, je vais pouvoir lui demander, je vais prendre ma cheat sheet parce que je m'en rappelle pas toujours. On a plusieurs environnements, donc il y en a un qui s'appelle GitHub, évidemment, c'est la prod. Et je peux lui demander quel est l'état de la queue pour GitHub. Donc, l'idée, c'est que quand moi je veux déployer quelque chose en production, je vais me mettre dans la queue et que je vais être le 3e, le 5e, etc. Donc je vais devoir attendre que tous les autres aient validé leurs features en production ou les rollbacker, peu importe. Mais je vais devoir attendre que le système revienne à un état stable pour que moi je puisse valider ma feature et que ce soit que le seul delta en production à un instant T par rapport à master, ce soit le code que j'ai créé. D'accord ? Donc à un instant T, j'ai master. Quelqu'un va avoir son tour dans la queue, sa branche va être déployée sur l'environnement de production, il va pouvoir regarder ce qui se passe. À la fin, il est content, il valide, il dit c'est bon, ça marche, il va faire il va merger sa pull request. Ou alors il n'est pas content, il trouve qu'il y a un truc qui ne va pas, il fait un rollback et à ce moment-là, c'est master qui revient dessus et on part sur le prochain pour faire son code. Donc ça, c'est un peu le principe. Après, on va pouvoir avoir un peu de nuance là-dessus, si on repart là-dessus. Je vais sauter celui-là. Donc, on peut déployer sur la prod, mais comme je vous l'ai dit, on a d'autres environnements, et donc on peut notamment déployer sur un environnement de test. On a quand même des environnements de bench et de test, donc on peut, avant d'aller directement en prod, là, notre développeur, en fait, il a demandé à déployer sa branche. Donc, sa branche, c'est MyFeatures, sur le repo qui s'appelle GitHub. Sur github.com, il y a une organisation qui s'appelle GitHub et un repo qui s'appelle GitHub. Ça fait github.com/github/github. C'est assez facile de s'en rappeler. Et donc, sa branche s'appelle MyFeatures. Et donc là, il a demandé à ce qu'on déploie sa branche sur l'environnement qui s'appelle BranchLab, en fait. Et donc, Ubot va faire le job. Ubot va renvoyer des informations dans notre Slack. Et puis aussi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous renvoyer une URL. Parce que cet environnement, il est quelque part, il a pu être provisionné à la volée, je ne sais pas forcément où il est. Et Ubot va lui donner l'URL sur laquelle il va pouvoir aller tester son environnement, tester sa nouvelle feature. En fait. Donc sa version de github.com avec sa feature va être disponible sur myfeature.branch.github.com et donc il peut aller tester, il peut voir ce qui se passe. Et ce qu'il fait en parallèle, ce que fait Ubot en parallèle, c'est qu'il va aller updater aussi la pull request. Donc l'idée, c'est qu'il renvoie pas mal d'informations directement dans la pull request. On va voir. Voilà, j'en ai trouvé un là. Donc ça, c'est une vraie, je dis github.com/github/github. Donc c'est une vraie pull request qui est en cours de développement. Et donc ce qu'il renvoie aussi, c'est qu'il va vous mettre une information directement dans la timeline sur la pull request pour vous dire que ça a été déployé sur BranchLab, par exemple, que vous pouvez aller aussi voir directement ce déploiement. Donc l'information qu'il a mis dans Slack, elle est aussi maintenant disponible directement sur l'interface de GitHub. Vous pouvez cliquer dessus et aller voir l'état du déploiement, en fait. D'accord ? Et ensuite, si à un moment donné, puisque là c'est un environnement qui est temporaire, en fait, qui va disparaître une fois que la pull request sera validée ou rejetée ou qu'il a redéployé, par exemple. Donc ça nous dit aussi que l'état de ce déploiement est actif et que peut-être il sera inactif plus tard parce qu'on a déprovisionné les VM ou des choses comme ça, en fait. Donc vous voyez, il y a cette information qui est à la fois disponible dans le Slack, mais aussi qui est updatée dans la pull request, parce que c'est deux cas d'usage différents, en fait. C'est une communication dans Slack, on va avoir une communication qui sera immédiate, qui sera presque temps réel, versus
dans la pull request où on a une communication qui peut durer des semaines et des mois par exemple. Bon, c'est assez rare qu'on ait des pull requests qui soient ouvertes plus longtemps que 2-3 semaines, mais ça peut arriver. Et donc on pourra revenir dessus et savoir quelles ont été les étapes du déploiement de la feature, en fait, par quels environnements elle a été déployée, comment est-ce qu'on l'a poussée ultimement jusqu'à la prod. Au passage, je ne sais pas si vous l'aviez vu, ça, hein, c'est des trucs qu'on a introduits dans les derniers mois, mais on a aussi pas mal de checks qui peuvent être exécutés. Donc vous voyez ici, par exemple, nous on a 10, qui passent. À chaque fois qu'on fait un push en fait, sur la pull request, on a ces 10 checks qui sont exécutés et qui nous renvoient une information, qui nous renvoie, bah là, par exemple là il est en train de s'exécuter celui-là a priori, et puis les autres sont déjà exécutés et sont verts, et certains sont obligatoires et d'autres sont accessoires, on va dire, sont optionnels. Ceux qui sont obligatoires doivent être verts pour que je puisse faire un merge de ma pull request et passer à l'étape suivante en fait. Et ce qu'on a fait en termes d'ingénierie derrière, hein, et l'idée de toutes ces checks-là, c'est de remonter un maximum d'informations directement sur l'interface du développeur. On ne veut pas que le développeur ait besoin d'aller dans 32 systèmes différents pour savoir où il en est. En fait. L'idée, c'est que je n'ai pas envie d'aller me perdre dans mon Jenkins, par exemple, de faire 3 clics dans Jenkins pour aller voir quel est l'état de mon build. Je veux que l'information remonte directement. Et si j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe dans ce build-là, parce que peut-être qu'il n'a pas marché, etc., j'ai juste à cliquer sur le détail et je vais avoir le résultat de mon build. Donc nous, ici en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle Jenkey. Donc Jenkey, c'est un Jenkins customisé par nos soins. Et donc ça nous montre directement l'état de le résultat de notre build. Donc j'ai pas besoin de faire 32 clics pour arriver à mon résultat, j'ai directement l'information ici. Et si mon point d'entrée ça avait été Jenkey, bah ici je retrouve toutes les pull requests en fait qui sont linkées à ce build là. Et donc je peux partir de Jenkey directement à mon GitHub et aller sur les pull requests qui sont connectés à ça. Je peux, même si j'ai des sous-builds et des choses comme ça, des choses imbriquées, je peux voir les builds qui sont connectés à celui-là pour voir comment les builds ont évolué au fil du temps aussi, parce que ça peut être intéressant. Donc l'idée, hein, les gens chez nous qui mettent en place tout ça, leur objectif c'est vraiment de maximiser la productivité des développeurs et de leur remonter un maximum d'informations directement à cet endroit-là pour qu'il n'ait pas de temps à perdre sur la recherche de choses. Donc, si tout se passe bien là-dessus, donc si on a vu par exemple que sur notre branch lab, etc., ça marchait bien, donc on va pouvoir passer aux étapes suivantes et donc potentiellement déployer ça sur l'environnement de production. Et sur l'environnement de production, on va pouvoir choisir par exemple, de déployer que sur certains serveurs. Donc je ne suis pas obligé de déployer sur l'intégralité de la prod. On a quelques serveurs chez GitHub, un peu plus qu'un. Et donc je vais pouvoir lui demander par exemple de déployer sur le front-end 130 et le front-end 131 de notre environnement de production. Donc je prends que 2 serveurs parmi notre fer et je vais déployer cette feature-là que sur ces 2 serveurs-là. Donc là, j'ai pas besoin forcément il n'y a pas besoin de me renvoyer une URL pour me dire où c'est, puisque c'est forcément sur github.com. Là, l'idée, c'est pas vraiment d'aller tester la feature de manière visuelle, mais c'est que le code soit activé par les utilisateurs, donc par vous. Vous êtes tous nos bêta-testeurs au final. Et donc, c'est de récupérer des informations en termes de métriques, en termes d'exceptions, en termes de problèmes potentiels sur le système. Ensuite, si tout ça se passe toujours bien, on peut passer sur le déploiement en production. Donc, on va lui dire, maintenant, cette feature-là, je vais la déployer sur l'intégralité de la production, et puis on va voir ce qui se passe. Donc, cette feature, elle est toujours en cours de développement. C'est toujours pas quelque chose d'officiel. Donc, on la déploie en production, et à ce moment-là, ce que me renvoie Ubot, c'est pas un lien vers github.com, puisque a priori, tout le monde connaît le lien vers github.com, mais c'est un lien vers notre système de monitoring qui s'appelle Haystack. Donc, le Haystack, ça veut dire la boîte de foin. Et donc, dans une boîte de foin, vous retrouvez des aiguilles. Et ben en fait, Haystack, c'est exactement ça. Donc, Haystack, ça vous met. Tiens, j'ai perdu mon lien vers Haystack. On va le retrouver ici. Il est où? Voilà. Haystack, il est là. Et donc, c'est là où je vais avoir l'intégralité de ce qui se passe sur mon système de production. Je vais avoir ici l'intégralité je vais avoir les photos des gens qui ont déployé en production. Donc, je vous parlais de la queue tout à l'heure où chacun pouvait pousser en production à l'instant T. Donc lui, il a poussé à quelque chose qui s'appelait une branche qui s'appelait Gist Abuse Confirm. Après, il a poussé une autre branche, donc il était tout seul dans la queue. A priori, il a eu 2 slots consécutifs.
Donc après, il a poussé une autre branche qui s'appelle Remove Search Pageax Container, etc. Et donc, il a pu, grâce à ça, bah, observer l'intégralité, donc sur cette tranche de temps-là, observer l'intégralité des exceptions et des compteurs, etc., de ce qui s'est passé sur github.com pendant que sa branche était déployée, en fait. Et donc, son job en tant que développeur, une fois qu'il a poussé sa branche, c'est évidemment directement d'aller dans Restack et de s'assurer qu'il n'y a pas des compteurs qui ont dévié, des nouvelles exceptions ou des taux d'exception différents par rapport aux autres, parce qu'on n'est jamais à 0% d'exception, évidemment. Il y a toujours des trucs qui se passent bien. Vous tapez des fois des choses vous ne devriez pas taper dans les champs de saisie ou des choses comme ça, où il peut y avoir des timeouts. Enfin, vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir sur notre site. Donc il n'y a jamais 0% d'exception, mais ce qu'on est capable de voir, c'est une déviation par rapport à un nombre d'exceptions, par rapport à une baseline normale. Ensuite, s'il a besoin d'aller chercher des choses, Ubot, s'il veut analyser un peu plus les choses sur l'environnement, Ubot peut l'aider. Par exemple, on a évidemment des systèmes de monitoring, de graphes, etc. Mais c'est quelque part, et encore une fois, on veut éviter que les développeurs aient besoin d'aller dans 32 systèmes différents pour voir des choses. Donc on leur a créé une commande pour qu'ils puissent demander à Ubot d'aller lui chercher des graphes sur la prod. Donc je lui demande à Ubot, par exemple ici, de me donner sur la semaine qui vient de s'écouler les temps de réponse de github.com/home, en fait, sur la homepage de github.com. Et là, j'ai directement les temps de réponse de notre webpage. Donc j'ai pas besoin de me connecter sur un Nagios, sur un Graphy, sur n'importe quoi. C'est Ubot qui va le faire pour moi et qui va me le ramener derrière. De la même manière, on est des gros consommateurs de Splunk. Et pareil, Splunk, j'ai pas besoin d'avoir un login sur Splunk, j'ai pas besoin d'aller me connecter directement sur Splunk. Je peux aller lui demander, par exemple, donne-moi les activités sur les 12 dernières heures de l'utilisateur et l'ID, et il va me récupérer ça directement. Et donc ça, c'est systématisé à outrance chez nous, quoi. L'idée, c'est que les seules choses dont j'ai besoin, c'est github.com et c'est Slack. Et à travers Slack, Ubot va m'amener l'accès à l'ensemble des systèmes qu'on peut avoir, et j'ai pas besoin d'avoir de login, j'ai pas besoin de m'y connecter. Je peux juste récupérer ça. Pareil, on utilise Salesforce aussi pour tout ce qui est commercial. Je interagis avec Salesforce à travers Slack. D'accord, j'ai pas besoin de m'y connecter. Et l'intérêt, c'est que mes collègues, encore une fois, ils voient ce que je suis en train de faire et ils peuvent m'aider. D'accord, s'ils voient que je suis en train de regarder un graphe, une issue ou n'importe quoi, ils vont pouvoir me ramener de l'information ici. D'un autre côté, je l'ai sauté tout à l'heure, mais aussi tout ce que je fais dans github.com, par exemple, je crée une issue, je pousse des commits, je merge une pull request, etc. Et ça me ramène de l'information directement dans ma chatroom également. Et donc mes collègues qui sont en train de chatter, qui sont en train de discuter d'un truc, voient que je suis en train de travailler sur un sujet et potentiellement peuvent se dire tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et puis ils peuvent venir me filer un coup de main parce qu'ils voient par-dessus mon épaule, en fait. Et puis ils peuvent intervenir, ils peuvent m'aider, en fait. C'est pas de l'espionnage, hein, c'est vraiment positif, il faut le voir comme ça. Donc tout passe par là. Et puis donc, si on revient sur notre flow, donc on a déployé en production, on a regardé ce qui allait se passer dans Haystack, donc on a suivi ce qu'il y avait. Et je vous ai montré aussi le GraphMe, donc je peux aller récupérer des graphes pour voir ce qui est en train de se passer en termes de performance aussi sur notre site. Donc ça, je vous passe. Et donc, il peut arriver parfois que des choses ne se passent pas bien, évidemment. Donc je vous ai dit, on a des baselines sur des taux d'exception, sur des temps de réponse, enfin sur pas mal de choses et sur plein de composants. Et donc des fois, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des lenteurs, on peut avoir des bugs. Et encore une fois, donc tout ça, c'est capturé par un système quelque part, mais j'ai pas envie de connaître ce système-là, c'est pas mon problème. C'est Ubot qui va faire ça pour moi. Et donc Ubot, il va être notifié de tout incident sur notre système. Et Ubot va, de manière proactive, va me créer un incident, il va me créer une issue dans mon repo à chaque fois qu'il va détecter un incident, ou à chaque fois plutôt qu'il va être notifié d'un incident. Et là, encore une fois, l'idée, c'est d'améliorer la productivité des développeurs et de leur faciliter la vie. Donc, il va me créer une issue, il va me remonter évidemment le message, etc., qui va bien, mais il va aller un peu plus loin, parce que dans l'issue, il va aussi aller me coller des graphes. Il va aller, en fonction du type d'erreur qu'on a récupéré, il va aller trouver les bons graphes, et il va me les coller directement dans l'issue. Il va me récupérer également des logs, il va me récupérer toutes les informations dont je vais avoir besoin pour faire mon premier niveau de diagnostic, en fait. Encore une fois, si j'avais eu moi à faire ça, j'aurais dû me connecter à 3 systèmes différents, j'aurais dû chercher les bonnes informations, etc. Et potentiellement, ce problème-là, on l'a déjà eu. Donc,
et c'était peut-être pas moi qui avait dû le gérer la dernière fois. Donc je devrais réapprendre ce que quelqu'un avait déjà appris sur quels sont les bons indicateurs à aller voir pour diagnostiquer ce problème-là. Donc là, l'idée, c'est qu'on a demandé à Ubot d'apprendre tout ça. Et c'est Ubot qui va m'exécuter ça, qui va me créer une issue. Et donc ça sera mon premier résumé du problème. Et après, moi, j'ai plus qu'à aller travailler dessus pour amener la correction et puis pour résoudre le truc. Donc, on a ouvert une pull request Reto. On a discuté ensemble sur ce qu'on allait faire. On a fait des commits, j'ai fait des commits. J'ai poussé dans les environnements, dans différents environnements de production, de pré-prod, etc. potentiellement, sur un sous-ensemble de serveurs. J'ai eu avec Haystack une vue exacte de ce qui se passait sur la prod et je suis le développeur. Je ne suis pas ingénieur de prod, mais le développeur est en responsabilité complète de sa feature et donc on lui donne tous les accès dont il a besoin pour vraiment qualifier la qualité de ce qu'il a livré. Et enfin, si je suis content avec ce que j'ai fait, je vais pouvoir merger avec master. C'est vraiment à la fin, quand la feature est validée, qu'on va merger ça dans master, parce que master doit être au plus proche de l'environnement de production, et c'est vraiment la référence. Donc ma feature est validée, je peux enfin la merger avec master, et ça devient une vraie feature à laquelle vous pouvez maintenant accéder, et vous pouvez voir, et qui devient officielle sur le site de github.com. Voilà notre manière de travailler. Et donc, si vous voulez qu'on en discute, je peux prendre des questions maintenant. Je crois qu'on a encore 8 minutes. Et puis on peut en parler aussi tout à l'heure sur notre centre si vous voulez. Mais allez, je vous encourage vraiment à aller télécharger Ubot, à l'utiliser. C'est vraiment fun. C'est vraiment aussi un moyen pour déclencher tous les scripts que vous pouvez avoir et qui sont sur une console SSH quelque part, sur un serveur sur lequel il faut connaître le mot de passe, etc. Et ça simplifie énormément les choses, donc je vous encourage vraiment à l'utiliser et à contribuer évidemment vos plugins à la communauté. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Je sais pas s'il y a un micro ou... Non, je crois que c'est moi qui répète les questions. Slack? Haystack. Ah, pardon. Donc, est-ce que Haystack est un projet interne? Oui. En fait, c'est... Alors, évidemment, par nature, on aime bien open sourcer un maximum de choses chez GitHub, par exemple. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas, mais si vous utilisez Atom ou Electron, c'est des choses qui viennent de chez GitHub, et puis il y a plein d'autres choses qui sont open sourcées par ailleurs. Malheureusement, Haystack, il a été fait au début de manière très connectée à notre système, et donc il faudrait qu'on travaille pas mal dessus pour le dessouder en fait, et le rendre utilisable par d'autres. Mais pour l'instant, ouais, il est complètement... il n'est pas exploitable par qui que ce soit d'autre, donc non, il n'est pas disponible. Ouais. Ouais, très bonne question. En fait, ouais, j'aurais dû en parler en fait. Ouais. Donc il y a plein de choses sur lesquelles il y a plein de commandes qui sont ouvertes à tout le monde. Mais les commandes les plus critiques, déjà, le premier truc, c'est qu'elles ne sont accessibles que à certaines chatrooms. Donc il faut être autorisé déjà dans la chatroom engineering, par exemple, pour pouvoir faire des déploiements en production. Et ensuite, on a créé en parallèle un système de two-factor authentication. Donc si je lance une commande qui est critique, je vais recevoir un message sur mon téléphone, par exemple, un SMS, et je vais devoir saisir un code. Et à ce moment-là, c'est Ubot qui va être notifié que moi, je viens de saisir un code, et donc il va autoriser ma commande sur le Slack. Donc ouais, c'est quand même bien sécurisé, en effet. Alors, l'installation de Ubot, ça se fait. Le seul prérequis, c'est qu'il faut NPM, Node.js et Redis. Et après tu démarres. Donc, c'est super simple c'est super simple à déployer. Tu peux télécharger des packages, enfin des plugins supplémentaires via NPM. Donc, c'est tout du NPM. Donc, tu peux démarrer en 1 heure, tu as démarré, quoi. C'est assez facile. Ouais. Alors, ouais, il y a plein de connecteurs qui existent déjà. Nous, historiquement, on était sur Campfire, on a migré sur Slack il n'y a pas longtemps, et la communauté a créé plein de plugins différents. Donc, je crois qu'il y a une dizaine d'adaptateurs, ou même peut-être plus, quoi. Mm. C'est très ouvert. Ouais. Ouais. Non,
Alors, donc la question c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir des communications synchrones en fait entre nous. Et donc on fait tout pour que ce soit pas utile. Alors, pour que ce soit pas nécessaire, pardon. Ça reste utile, mais ça ne doit pas être nécessaire. Et donc dans nos modes de fonctionnement, euh, on s'assure que qu'on anticipe. Parce que j'ai parlé du bénéfice de la communication asynchrone, mais le problème, c'est, enfin, ouais, le point négatif, c'est que parfois, faut attendre pour avoir une réponse. La réponse, elle n'est pas forcément immédiate. Et donc, tout le monde doit anticiper là-dessus. Et tout le monde doit se dire, si j'ai besoin de faire ce truc-là, il faut que je prenne en compte que bah, j'aurai un feedback, j'aurai un go, j'aurai un retour de mes équipes, bah, peut-être 6 heures après, peut-être 12 heures après. Et il faut l'accepter et il faut donner du temps aux autres pour pouvoir répondre quand ça les arrange. Donc après, il y a une discipline de tout le monde. Parce que ça veut dire que je ne vais pas attendre non plus 3 jours pour répondre à quelqu'un parce qu'on est en communication asynchrone. Il attend quand même ma réponse. Mais si c'est moi qui pose la question, je ne vais pas aller harceler les autres pour qu'ils me donnent une réponse. Parce que si j'ai vraiment besoin de réponse, c'est que j'ai mal anticipé aussi. Donc évidemment, on a des processus d'escalation quand il y a des trucs urgents, etc. On sait travailler différemment, mais au quotidien, il faut se donner le temps de laisser les autres répondre. Euh, et derrière, l'idée aussi, c'est que on veut avoir un mode de communication qui soit pas interruptif. Donc l'idée, c'est que pour nous, le travail d'un développeur, c'est un travail hautement créatif. Il y a énormément de créativité dans le travail d'un développeur. Et un processus créatif, ça ne se démarre pas comme ça, en fait. Le processus de pensée, il faut se chauffer, quoi. Et, on ne se met pas devant la machine et on commence à coder. Et surtout, quand je pars en réunion et que je reviens à ma machine, bah, il me refont encore ce temps-là pour me replonger dans ce que j'ai fait, etc. Et donc, toutes ces petites pertes de temps, c'est ce qu'on essaye, en fait, de supprimer avec ce mode de communication asynchrone. Et je pense que si vous y pensez, si vous réfléchissez au nombre de réunions que vous avez par jour, même si c'est des petites réunions, même si c'était une réunion qui a duré 10 minutes, essayez de vous dire, bah, au final, pendant combien de temps j'ai arrêté de coder. Donc il y a eu les 10 minutes de réunion, il y a eu le temps qu'il m'a fallu pour aller à la réunion pour en revenir, et puis le temps pour me replonger dans mon processus de pensée, etc. etc. Et tout ça mis bout à bout, à la fin de la semaine, bah, ça vous fait 2 jours, pas 2 jours, mais pardon, 2 heures, 2 heures ou 3 heures de perdu. Et c'est ce temps-là qu'on essaie de redonner aux développeurs, et bah, c'est aussi plus facile pour eux au final. Voilà. Ouais. Ouais, donc la question c'est comment est-ce qu'on gère l'imbrication des conversations asynchrones. Euh, bah, la plupart des conversations ont lieu via des issues. Donc on travaille avec Slack, mais on travaille plus principalement et surtout sur des choses plus profondes, on va dire. On travaille plutôt avec des issues. Et donc les issues, tu vas avoir différents issues pour différents sujets. Donc c'est ça qui va faire un peu la division en threads de discussion. En fait. Le Slack, c'est vraiment pour de la communication presque temps réel. Tu vas pas mettre un message dans Slack si le mec est pas connecté, par exemple. Tu vas pas te dire, bah, il me répondra dans une journée ou chose comme ça. À ce moment-là, tu passes par l'issue. Ouais. Alors, ouais, est-ce qu'on passe pas trop de temps sur Slack? Est-ce qu'on n'est pas déconcentré par Slack? Après, il faut apprendre à l'utiliser, en effet. Il faut apprendre à l'ignorer. Après, on a aussi pas mal divisé notre chatroom pour qu'il y ait des chatrooms qui soient dédiés à des trucs rigolos et du small talk, et puis des chatrooms qui sont plus sérieux sur des sujets. Et donc à ce moment-là, tu peux décider d'ignorer une chatroom un peu fun si tu n'as pas envie d'être dérangé. Mais en effet, euh, en plus, enfin, on reçoit, on a plein de repos, on reçoit des notifications sur les repos. Donc, si tu prends les notifications Slack, les notifications d'email, de repos, etc., des événements, mon téléphone il vibre toutes les 25 secondes à peu près. Et ça, il faut apprendre à l'ignorer, quoi. Mais au début, c'est vrai qu'au début, il y a un flot d'informations. On se dit, mais je vais jamais y arriver. Mais on apprend à ne regarder que de temps en temps les choses et à récupérer là-dessus et à se mettre dans un mode asynchrone et à se dire, j'ai pas besoin de répondre tout de suite, quoi. On doit arrêter, mais je suis disponible là-bas et on peut continuer à discuter sans problème. Merci.